Les Retours sur site, c'est une collection de films d'histoire de l'architecture qui a été inventée par Mémoralière Territoire à l'écoute pour permettre à des habitants de dire merci à leurs architectes. C'est pas tout à fait ça. Plus sérieusement, c'est inviter à un autre exercice de l'histoire qui va lier une histoire du point de vue du projet et une expertise collective qui va permettre de voir la réception par les habitants, leur appropriation et de voir comment les lieux ont évolué dans le temps, comment on vieillit, les bâtiments vieillissent. Et pour Anagramme, c'est vraiment la liaison entre les mouvements de l'habitat participatif tel qu'il se développe aujourd'hui et de le relier à ses racines du mouvement autogéré des années 70. Dans le cadre d'un projet Erasmus+ européen, il y avait l'ambition de diffuser cette pratique de l'histoire, cet autre exercice à échelle européenne. Bonjour Bertrand Leclerc, c'est un retour Eh bien bonjour sur site. Odile. Eh bien oui, je reviens ici, ça fait certainement une dizaine d'années que je ne suis pas venu et j'ai l'impression d'avoir quitté hier. Oh, voilà, tout va bien. On va faire une visite. Allez, on va se voir. Ce projet est arrivé tout à fait par hasard parce que je n'étais pas du tout destiné à faire ce genre de programme. Ils m'ont retenu sur dossier parce que j'avais fait beaucoup de maisons individuelles qui leur avaient plu. J'ai été à la fois surpris du programme et surtout très intéressé parce que c'était nouveau pour moi. C'est une ancienne ferme. Le bâtiment que vous voyez ici est resté, sinon tout le reste a été démoli parce que c'était dans un état insalubre, c'était même une ruine. Donc nous avons tout démoli, remis tout à plat et moi j'ai été séduit par le terrain qui était vraiment très bien exposé avec un environnement merveilleux. Bonjour. Le dernier habitant d'Anagramme arrive. C'est un moment symbolique. Hein. Bonjour Antoine. Vous vous reconnaissez? Oui. Tu dois pas te souvenir de moi. Ben Antoine, Mais il avait si, quand même mais T'avais quel âge quand 7 on a ans. construit? T'avais 7 ans, oui. D'accord, l'architecte Leclerc, c'est T'as ça? bien grandi. Oui, voilà. Ah oui, ouais. Ça- Bertrand Leclerc. Ah, je pense qu'il y a eu 30 ans qui se sont écoulés quasiment. Oui, carrément. Bonjour. Vous étiez deux couples qui habitiez les Crieurs et vous êtes encore aujourd'hui habitants d'Anagramme. Donc là, nous avons une vraie palette des habitants du Crieur et le point de départ, la préhistoire. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter à plusieurs voix? La préhistoire avec les Crieurs a commencé dans un contexte de ville nouvelle, parce que c'est l'époque où il y avait
en plusieurs endroits en France des villes nouvelles qui se développaient et la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq était en train de se construire. Et un certain nombre de gens se sont regroupés autour d'une association de quartier dans un centre social et ont eu un jour l'idée de lancer les crieurs. Et le contexte était assez favorable puisqu'on est allé voir les responsables de l'établissement public de la ville nouvelle qui ont trouvé cette idée plutôt sympathique, innovante et bien dans l'air de ce qu'ils avaient envie de faire et qui nous ont aidés à négocier avec un promoteur social la création du premier habitat groupé des crieurs en locatif dans le quartier de la Cousinerie. Il y a beaucoup de choses qui se sont organisées dans le quartier autour de cet habitat des crieurs. Parce que tout le monde arrivait, le quartier était neuf, mais c'est vrai. Non, mais c'est entre, oui, si quand même, il y a eu beaucoup d'animations, jusqu'à. Le comité de quartier, l'école, oui. déjà, et après non, mais ça c'était plus vous. Et après, certains avaient investi quand même le LCR. Bien sûr. Donc, entre le LCR, l'école, la garderie, tout ça, on avait vraiment. C'était la terreur de la directrice d'école. Ceux qui se sont appropriés sans doute le plus vite les locaux communs, ce sont des enfants. On avait prévu pour cela au rez-de-chaussée une assez grande salle de jeu qu'il a fallu décorer avec eux, aménager une petite maison à l'intérieur et ça donnait sur un espace vert qu'on avait pu, entre guillemets, privatiser par un petit grillage. C'était à la sortie de l'école et surtout le mercredi, un lieu très très fréquenté par nos enfants. On a vécu pendant un certain nombre d'années au Crieur, puisqu'on est arrivé au Crieur en 82. Voilà. Et puis en 85, on a eu notre troisième enfant. Et on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir rester là très longtemps avec 3 enfants, qu'il allait falloir changer de logement. Et en même temps, on voulait garder cette idée d'un habitat groupé où on pouvait, avec les enfants, vivre en collectif tout en étant dans un logement individuel, mais avoir des espaces collectifs à partager, avoir pour les enfants des espaces de jeu, mais aussi des possibilités pour eux d'avoir d'autres référents adultes que leurs parents et une vie collective. C'est-à-dire qu'on s'est inséré dans une opération qui existait déjà. Donc il y a eu des aménagements des locaux faits pour nous, mais on n'a pas tout pensé ensemble. Et notamment, nous, on n'a pas eu le troisième enfant, on en avait 2. Mais quand ils ont commencé à grandir, l'espace notamment commun, qui était très investi par les petits, s'est avéré trop petit. Ils ne trouvaient pas leur place. Et puis, on était aussi en locatif. Donc on se dit, nous, on envisage notre vie professionnelle ici dans le Nord, on envisage de continuer. Finalement, les crieurs, on y est bien au niveau de la formule. Au niveau du bâti, on a envie de pousser les murs. Il y a d'autres personnes intéressées dans le quartier, allons-y. Et donc c'est comme ça qu'on a rejoint le projet d'Anagramme. Tu évoquais les circulations que tu as dessinées. Tout à fait. Alors, pour parler des circulations, c'était très important de canaliser le cheminement piétonnier pour que ça desserve toutes les entrées des maisons, et pas trop large, pas trop présent, mais quand même, ça soit un lieu de rencontre. C'est très important, le dessin des circulations. J'imagine que c'est toi qui leur as d'abord fait un plan masse ou un principe, ou ils avaient déjà des idées? Comment ça s'est passé? Alors, pour vous dire comment ça s'est passé, il y a eu d'abord beaucoup de travail de mise en place du programme. Alors le programme, c'est quoi? Le programme, c'est tout ce qu'on peut mettre par écrit, c'est-à-dire les désirs de chacun.
Donc j'ai réalisé un formulaire très précis où chacune des 10 familles devait coucher ses desiderata avec un ordre de priorité parce que forcément je ne peux pas satisfaire tout le monde. Et à la suite de ça, j'ai pu sortir un schéma analytique que j'ai soumis au groupe. C'était pas un plan, c'était une implantation sur le terrain des différents logements et surtout de la maison commune pour définir un principe. J'ai imaginé une trame de 6 mètres. Pourquoi 6 mètres? Parce qu'à niveau constructif, c'était relativement facile à faire. On était dans des éléments standards, des ourdis de 6 mètres, ça marchait très bien. Et surtout, ça me permettait d'avoir un aménagement très libre à l'intérieur, de pouvoir utiliser ces 6 mètres en 2 ou 3 parties avec des pièces confortables et surtout une liberté d'aménagement intérieur. Dominique, mon mari, on habitait dans une maison avec beaucoup de volume, oui. Et il avait peur de venir ici avec un plafond comme ça. D'accord. Et c'est lui qui a demandé ça. Il a dit je veux absolument avoir du volume parce que sinon je ne vais pas m'habituer. Moi j'ai la chance, je pense qu'il n'y en a pas 36 000 dans l'anagramme, j'ai de la lumière des 4 côtés. Au niveau architecture, je suis resté très traditionnel. Hein. Quand vous voyez ces bandeaux de pierre, c'est tout à fait dans l'esprit traditionnel des fermes. Ça s'appelait des rouges-barres. C'est une alternance de briques traditionnelles, la brique rouge, et de pierre de Lausanne. C'est une pierre calcaire qui formait les linteaux et qui aidait à structurer les murs pour qu'ils aient plus de stabilité. En ce qui concerne le choix des matériaux, les membres du groupe m'ont laissé carte blanche et moi je leur ai proposé les matériaux que vous voyez. Il n'y a jamais eu de discussion à ce niveau-là puisque c'était vraiment dans l'esprit de ce qu'ils cherchaient. Et moi de ce que j'ai essayé de respecter, parce que nous avons un bâtiment classé, un pavillon de chasse qui est au bord du lac, ici tout près. Donc de toutes les manières, nous étions assujettis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Toutes les entrées sont couvertes. Alors, toutes les entrées, j'ai essayé de les couvrir parce que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il y a une petite pluie. Il y en a beaucoup par ici parce qu'on est dans le nord. Donc je me suis efforcé que devant chaque porte d'entrée, il y ait une petite partie abritée, ce qui permet de faire une petite pause, de sortir ses clés et de ne pas se faire mouiller quand il pleut. J'ai voulu que chaque porte d'entrée, il y ait une petite touche de lumière qui passe, que ce ne soit pas quelque chose de fermé, mais tout en gardant l'intimité. Je vais vous montrer la salle commune. Alors la salle commune qui est complètement détachée du reste de la construction pour des questions phoniques d'abord, hein, pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore. Et ensuite pour qu'il soit vraiment au centre, j'allais dire, du village, parce que c'est un petit village ici, et on passe forcément à côté. Voilà, c'est pas un bâtiment isolé, c'est un bâtiment qui est détaché et qui fait partie vraiment de l'ensemble. Et on y accède très facilement parce que juste en face, on a une coursive qui relie avec le jardin sud. Voilà, donc la situation géographique de cette maison commune est vraiment, c'était un élément très important dans la conception, dans le schéma analytique. Donc cette maison commune est exactement sur la même trame que le reste, c'est-à-dire une largeur de 6 mètres. Donc on voit bien, c'est un carré presque parfait. Où nous avons une mezzanine qui sert beaucoup aussi, une chambre et salle de bain toilette. Donc c'est un logement à part entière ici,
un logement d'appoint. C'est pas bien qu'ils aient déjà hébergé une famille de réfugiés. Si on veut parler d'innovation, au niveau architecture, on ne peut pas dire que ce soit d'innovation. C'est plutôt le principe de l'habitat groupé qui est vraiment, à l'époque, qui était tout à fait innovant à l'époque. La preuve, c'est que moi-même, je ne connaissais pas ça. C'est un programme qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Si j'ai un message à passer à mes jeunes confrères qui seraient amenés à construire ce genre de programme, je leur dirais d'être surtout très très à l'écoute des besoins des futurs occupants, mais surtout répondre à un programme, travailler beaucoup sur le programme avant l'architecture. Le fait d'être avec l'architecte, bien sûr, il nous a indiqué quand même certaines contraintes au niveau de la construction. Nous, on avait un peu des idées qui partaient dans tous les sens. Des imaginations un peu désordonnées, et il nous a dit qu'il y avait quand même certaines contraintes voilà, à respecter sur notamment le fait que les maisons allaient toutes être espacées de 6 mètres en 6 mètres, comment trouver la lumière sur 2, 3, 4 façades des maisons, enfin des choses comme ça. C'est avec lui qu'on a réfléchi à ces points-là. Alors pour la répartition, effectivement, les habitants avaient, ils avaient émis des souhaits que j'ai essayé de satisfaire. Et il y en a qui voulaient être au rez-de-chaussée, de plein pied, d'autres à l'étage, comme ici, d'autres sur 3 niveaux, sur 2 niveaux, ou bien de plein pied, tout à fait à l'étage. Il n'y a pas de logement identique, ils sont tous personnalisés d'une façon très caractéristique. Alors le jardin que vous voyez là, c'est un point très important dans le projet puisque c'est un jardin collectif, il n'y a pas d'espace individuel, c'est ouvert à tout le monde, chacun il se partage les tâches pour l'entretien et de l'endroit où on a une vision sur presque tout le jardin. Je pense que tous les fruitiers que vous voyez là ont été plantés par les habitants, parce qu'il n'y avait rien là à cet endroit-là, c'était l'emplacement de la ferme qui a été démolie. J'ai un vrai plaisir à jardiner et que ce jardinage plaise aux enfants qui sont en visite ou qui résident ici. Ils ont tout à fait la possibilité de venir cueillir des fraises ou cueillir des framboises. Et pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que j'avais ce plaisir quand j'étais enfant, d'aller cueillir les framboises dans le jardin familial. Et donc, le fait que ça se perpétue, ça me fait plaisir d'être dans cette offre pour eux. Donc voilà, ça c'est des petits clins d'œil. Donc ça, c'est un jardin en carré. Là, il y a des petits jardins en carré qui sont plus ou moins entretenus en fin de saison, mais où il y a aussi beaucoup d'aromates et des fraisiers. Enfin voilà, chaque saison a sa production. Alors moi, je suis arrivée à Anagram, c'est la première fois qu'une famille a décidé de quitter le groupe au bout de 5 années de fonctionnement, ce qui était relativement tôt, alors que le projet a mis plusieurs années à voir le jour. J'avais connaissance de l'habitat groupé, je cherchais un habitat pour moi et puis par chance, à cette période-là, j'ai appris l'annonce de la vente d'une maison et j'ai tout de suite été séduite. Quelle que soit la configuration de la maison, j'étais séduite essentiellement par l'environnement et puis par ce projet de vivre ensemble ou vivre en proximité avec les autres tout en étant tout à fait indépendant chaque fois qu'on en a besoin. Je participe beaucoup à l'activité de jardinage, à la fois à titre peut-être plus individuel dans une petite expérience de jardin potager, de quelques plantations de production de fruits. Et puis j'aime beaucoup participer à nos week-ends de travaux communs où on bûcheronne, surtout les week-ends d'hiver. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'on fasse cette activité collective qui nous prend beaucoup d'énergie, mais à laquelle on reste attaché, qu'on délègue que de manière très, très partielle pour les travaux les plus difficiles. Voilà.
Je n'ai jamais regretté mon choix, et ce depuis 23 ans. Et je trouve qu'il y a souvent un champ du possible ici qui est très particulier. Tu as l'impression d'essaimer dans tes talents de jardinage? Il y a des gens qui te demandent des conseils. Talents de jardinage, mais en fait, j'ai appris à connaître les plantes et c'est un lieu un petit peu difficile à jardiner parce qu'il est à l'ombre et au fil du temps, j'ai réussi à faire fleurir ce petit coin d'ombre pour le plaisir des autres. Alors, on va voir les tomates. Alors, il y a un truc juste quand même qui est important, c'est de se dire que moi, j'ai pas la main verte. Et c'est vraiment génial d'avoir des voisins et des voisines qui ont la main verte et qui savent me dire là Bruno, tu vois, tu peux tailler comme ça, là c'est le moment, là c'est pas le moment. Ou quand les enfants vont planter des graines avec eux, enfin avec elles en l'occurrence, mais et ça c'est vraiment génial parce que c'est un truc que je ne sais pas faire. J'ai pas l'envie de faire non plus, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Hein. J'aime bien quand ça pousse, mais je préfère faire passer mon temps à autre chose. Et ben c'est génial de voir les enfants qui disent ah, regarde là on plante ci, on plante ça et tout. C'est génial, c'est vraiment génial. Est-ce qu'en 70, 68, on s'intéressait à l'habitat groupé, à l'habitat intermédiaire? Alors, si je peux parler de ma formation, j'ai fait une école d'architecture. Je n'étais pas particulièrement formé pour ce type de programme. Ceci dit, mon projet de fin d'études, paradoxalement, c'est moi qui l'ai choisi et c'était quelque chose d'un petit peu analogue au programme Anagramme. C'est-à-dire que c'était un groupement de maisons individuelles imbriquées les unes dans les autres avec des cheminements piétonniers, les voitures à l'extérieur, des maisons patio. En ce qui concerne la mission, je pense qu'il est très important effectivement qu'un architecte ait la mission complète, c'est-à-dire depuis l'étude du programme jusqu'à la réalisation, avec toutes les phases intermédiaires qui sont l'appel d'offres, etc., même les marchés. Et c'est très important de suivre la construction jusqu'au bout pour qu'on voit dans les détails constructifs. Voilà. Et quand on n'a qu'une mission partielle, je trouve qu'on prive le programme, enfin le projet de compétences. C'est dommage. On voit tout de suite la différence de température. Ici, on est au sud. Le jardin est collectif, mais on voulait que chacun ait un petit endroit à lui, d'où l'architecture décalée, pour que chacun ait vraiment un petit espace terrasse. Privatif. Voilà, privatif. Et tout ce qui est collectif est plutôt au nord et tout ce qui est individuel est jusque là. Et là, c'est vraiment encore collectif, le domaine des enfants. Très beau terrain d'ailleurs, vous avez pu récupérer. Oui, oui. Si on parle des clôtures, effectivement, en habitat individuel, les clôtures, c'est quand même une grosse tâche. Hein. Ici, je ne vois pas où est-ce qu'on aurait mis des clôtures, à quoi ça servirait, puisque c'est un habitat collectif. Non, pas de clôture. Les jardins privatifs, en fait, ils ne sont pas du tout délimités, même la surface, elle est écrite nulle part, quoi. On sait juste que c'est l'espace devant les fenêtres de chacun, voilà, qui est privatif. Et puis on a toujours habitué les enfants ici à ne pas coller leur nez aux fenêtres des voisins, quoi. Ils savent qu'on passe juste à distance, mais il n'y a pas de distance réglementaire. Et sur le papier, en propriété, tout est collectif. Alors effectivement, l'architecture est un petit peu différente sur cette façade où il y a des petits éléments contemporains, des verrières, des décrochés, justement pour qu'il y ait des petits espaces un peu privilégiés.
Et surtout pour avoir un apport solaire quand même avec les verrières. Une petite terrasse là-haut aussi pour qu'on puisse profiter du jardin. Véronique et moi, on a suivi toutes les réunions de chantier. Alors là, j'avoue, pour moi, personnellement, ça a été une grande découverte. Ça a été aussi beaucoup d'amusement et beaucoup de joie, beaucoup d'apprentissage. Parce que ni Véronique ni moi, on est dans le domaine du bâtiment, pas du tout. Mais on a beaucoup appris, moi j'ai beaucoup aimé. Et notre rôle, c'était d'apporter à l'ensemble du groupe les informations. Donc, parce qu'évidemment, chaque réunion de chantier, il se dégageait des problèmes. Donc il fallait à la fois qu'on apporte les informations au groupe et puis éventuellement qu'on débatte et qu'on tranche certains points. Et bon, c'était pas possible techniquement que tout le monde vienne sur le chantier, ça aurait été trop compliqué. Mais par contre, c'était extrêmement enrichissant de partager avec les professionnels. Et en retour, les professionnels, ils nous ont dit aussi qu'ils ont trouvé ça très sympa parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des habitants, en qui plus est des femmes, à l'époque quand même, en 1980, oui. Et 90, pardon, 1990. Oui. Quand même, et, pas habitué. Et on a échangé sur plein de points et je crois qu'on s'est évidemment mutuellement apporté beaucoup. Et nous, le reste du groupe, on a eu beaucoup de chance parce qu'elles ont passé énormément de temps pour le groupe. À suivre le chantier, à rencontrer les entreprises et après à nous ramener les questions pour en discussion. On avait des réunions toutes les semaines. Mais... C'est un chantier que j'ai suivi de très près parce qu'il est situé entre mon bureau et mon domicile. Donc en passant... je passais quasiment tous les jours ici. Pendant la construction, au départ, je ne me serais pas projeté vivre là, et au fur et à mesure de l'élaboration du projet, de la construction, et surtout le contact avec les habitants, m'ont fait dire que c'est le genre de lieu où j'aurais bien aimé vivre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, j'ai pu mettre mes tripes dans ce projet. Ravi de faire votre Bruno, connaissance. Et oui, moi aussi ravi de faire votre connaissance parce que nous, ça fait 3 ans qu'on est là. D'accord. Et donc ça fait 3 ans qu'on a vous avez des découvert. commentaires à me faire sur ce logement peut-être? D'abord la première fois qu'on est arrivé, on s'est dit alors là c'est chez nous, non là c'est pas chez nous, au-dessus c'est chez nous, mais là en dessous c'est pas chez nous. C'était compliqué et en même temps quand on est dans la maison, il n'y a jamais de couloir, enfin il n'y a pas de grand couloir. C'est nous qui avons rajouté les couloirs en fait, de par les restructurations qu'on a fait. Bien sûr, vous avez réagencé là pour l'adapter à votre mode de vie. Exactement. Sinon, enfin, donc, vous êtes bien ici et j'ai vu vos enfants qui roulent en trottinette, qui font le tour de les enfants font le tour de la maison commune, mais des milliers de fois ils l'ont fait. Moi, les gens qui sont venus au début sont dit oh là là, mais où est-ce qu'ils vont habiter, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans une secte. Alors moi j'ai proposé de mettre une sorte de, une représentation d'une chèvre à 8 pattes, tu sais, dans le porche, avec, tu vois, un truc où tu pouvais laisser une petite pièce, une petite bougie allumée, tout ça, rien que pour vraiment alimenter la peur que les gens pouvaient avoir. Puis en fait, les gens, ils ont trouvé que c'était pas du tout ça. Ils ont compris, et puis finalement, maintenant, moi, ma famille, ils viennent, ils sont juste contents d'avoir la maison commune, pouvoir dormir chez eux, mais c'est chez nous, mais ils ont cette séparation. Puis je me dis quand même que vous avez fait un boulot, mais qui est incroyable. C'est incroyable de réussir à mettre tout le monde d'accord sur tiens, regardez, toi tu veux ça, moi je veux ça, mais comment on arrive, et on arrive à tout imbriquer et sortir quelque chose comme ça qui est. Je trouve que c'est fabuleux. C'est notre métier, c'est le métier d'architecte. Ouais, mais là je trouve que c'était hyper complexe. C'est pas faire. On fait par part de 6 mètres. Voilà, c'est vraiment. Je trouve ça génial.
comme je suis architecte et qu'il y a il y a eu beaucoup d'écrits sur l'habitat groupé, l'habitat participatif, mais je me suis rendu compte que toutes ces recherches, elles étaient dans le champ de la sociologie. Et finalement, je me suis rendu compte que les architectes s'étaient assez peu intéressés à cette question. En tout cas, j'avais trouvé très peu d'écrits à ce sujet. Donc, c'est ce qui m'a motivé aussi à écrire ce mémoire de recherche pour essayer de questionner qu'est-ce qui fait la particularité architecturale de ces projets. Et la conclusion un petit peu de cette recherche, ça a été de dire que tout était une question d'échelle et que l'architecture, elle concrétisait cette volonté qu'ont les groupes d'exprimer à la fois l'individualité de chaque foyer, donc comment chaque famille exprime sa particularité dans le projet qui est construit, mais aussi et surtout la volonté à chaque fois d'exprimer l'unité du groupe. Donc par quels moyens architecturaux est-ce qu'on remarque que chaque famille est différente, mais que le groupe est unifié. Et cette échelle bien particulière des projets d'habitat groupé, ce qui est intéressant, c'est que c'est ni l'échelle de la famille, ni l'échelle du quartier, c'est une échelle de sociabilité intermédiaire, l'échelle du groupe. Ce qui est différent par rapport aux amis, c'est qu'ici, on a quelque part, on a quand même une proximité quotidienne. En fait, on a une vie quotidienne un peu ensemble. Donc c'est ça, je pense, qui fait un peu la différence avec les amis. Et puis on gère, et puis surtout on gère quelque chose ensemble. Les locaux communs, on les gère ensemble, et ça crée vraiment beaucoup de liens. Et puis nos enfants ont créé des relations avec les adultes des autres familles, qui sont des relations très intenses, différentes justement de la relation familiale, mais qui sont des relations très riches. Étant petit, enfin petit et moins petit d'ailleurs, parce qu'au collège et au lycée, en fait, j'allais prendre mes goûters très souvent chez les voisins, et notamment mes voisins directs, donc chez Véro et Jean-Louis, où on prenait nos goûters avec Clément, mon voisin avec qui on a quasiment le même âge, et à qui j'ai emprunté sur long terme des kilos de chocolat et de lait pour mes petits goûters, que j'allais prendre quasiment tous les soirs chez eux, quoi. Moi je suis arrivée à Nagram quand j'avais à peu près 3 ans. Du coup, en souvenir de notre enfance, de mon enfance, c'est beaucoup les parties de roller, de vélo qu'on faisait autour de la maison commune, les cabanes qu'on faisait dans le jardin, les batailles de marrons et de betteraves qu'on faisait aussi quand on était petits. Quand on était petits, la maison commune c'était le lieu où on pouvait regarder un peu la télé loin de nos parents, jouer à la console ou faire des goûters d'anniversaire ou ce genre de choses. Et en grandissant, c'est devenu un peu le lieu où on pouvait faire des petites fêtes le week-end, sous surveillance puisque la maison est centrale. Mais mais du coup c'était très sympa d'avoir un lieu pour pouvoir se retrouver. La présence des espaces communs partagés, ça donne vraiment l'occasion de vivre des choses, encore une fois, qu'on ne pourrait pas vivre chez soi. Enfin, on l'a cité, par exemple, accueillir des réfugiés chez soi, c'est quelque chose qui est extrêmement engageant et lourd, alors que le réaliser à plusieurs, c'est plus facile. Ça devient c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. De la même façon que, oui, effectivement, accueillir des choses culturelles, par exemple, accueillir une troupe de théâtre pour une soirée ici dans la maison commune, c'est très rapide à mettre en œuvre. Tout le monde amène ses chaises de chez soi et en 1 heure, ici, c'est transformé en une salle de spectacle. Quoi. Ça, on a fait ça maintes fois. C'était un sujet d'école, les génoises, les machins, et en tant qu'architecte, j'exerçais. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi? Qu'est-ce que tu y trouves comme avantage? C'est très pratique quand les voisins peuvent nous donner un service ou ils peuvent nous demander aussi à nous un service. C'est pratique, c'est vraiment une vie en commun. Après, il y a aussi que c'est très... être dans un habitat participatif, c'est aussi les partages de certaines choses. Donc, par exemple quoi? Par exemple les voitures. Si vous voulez jouer de la trompette, où est-ce que vous allez sonner? Chez François. D'accord, si vous voulez jardiner, vous pouvez... Chez Marie-Bertie. Chez Marie-Bertie. Si vous voulez aller faire des jeux pleins d'imagination. Chez Martine. Chez Martine, d'accord. Si vous voulez des bouquins ou bricoler. Catherine.
Catherine, voilà, pourquoi pas. Jean-Louis. Jean-Louis, ça marche. Chez Dorothée et Philippe aussi. Chez Dorothée et Philippe, voilà. Parce qu'ils retrouvent les petits-enfants. Et si on est malade, on demande à Catherine. Et si on est malade, on peut demander à Catherine, effectivement, c'est assez pratique. Oui. Mais donc, il y a quand même pas mal d'activités. Enfin, tous les adultes vous apportent... voilà, tous les adultes vous apportent quelque chose que nous, on ne vous apporte pas forcément. Oui, je suis d'accord. Mais on peut C'est toujours pratique. compter sur eux. Bien sûr. Et eux peuvent aussi compter sur vous. Mais ils sont pas là. Ah, la hanche est pétée là. Ah ouais. Mamie, tu vas venir goûter la soupe des sorcières? Parce qu'on n'a pas encore pris nos repas, nous. On n'a pas encore pris notre repas. Bienvenue Samuel, bienvenue Samuel, bienvenue Samuel, bienvenue Samuel. Si on parle du côté financier au niveau de la rémunération de l'architecte, il ne faut pas faire ce genre de projet pour s'enrichir, ça n'a aucun sens. Il faut faire ce projet par conviction, il faut avoir le feu sacré. Alors c'est vrai que je n'ai pas compté mes heures, ça m'était égal parce que bon, même travailler le week-end sur un projet comme ça ne me dérangeait pas. Par contre, j'ai été très très vigilant parce que j'avais des salariés qui, eux, étaient à la planche à dessin, ont mis sur le papier toutes mes idées. Et là, je les ai suivis de près pour être sûr, justement, de pouvoir équilibrer au niveau financier l'opération. Mais je trouve qu'à partir du moment où on équilibre, c'est une question qui ne se pose même plus. Hein. Il faut vraiment avoir le feu sacré, c'est ce que je pourrais dire aux jeunes étudiants qui ont envie d'exercer ce métier. Ici à Anagramme, on a eu la chance de travailler avec un architecte qui a été très à l'écoute et qui en même temps savait nous mettre devant les contradictions. C'est-à-dire, vous voulez ça, mais ça veut dire ça. Et ça, je pense que c'était important d'avoir quelqu'un qui nous dise qu'est-ce que vous allez lâcher par rapport à vos exigences, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout prendre en compte, parce qu'on avait des exigences d'orientation, d'organisation de l'espace, mais du prix aussi. Et donc, il fallait qu'on fasse rentrer tout ça. Au début, on avait dit il faudrait qu'on aille, par exemple, qu'on puisse tous aller en pyjama ou en slip de chez nous à la maison commune. Sans se mouiller. Sans se mouiller. Bon, c'était moyennement réaliste. On en a fait des petits bouts, quoi. L'architecte, tu avais souvenir de l'avoir déjà rencontré? Alors, l'architecte Tu avais conscience qu'il avait travaillé à... L'architecte d'Anagramme, honnêtement, maintenant qu'on en parle, oui, je peux me dire qu'effectivement, il a très bien pensé le site. Quand j'étais enfant, bien sûr que non, ça ne m'a pas du tout effleuré l'esprit. Je trouvais que c'était très bien, mais j'avais pas pensé à l'esprit duquel ça sortait. Mais effectivement, comme il a conçu Anagramme de telle sorte qu'on puisse tourner tout autour dans le jardin, c'était très bien pensé en tout cas. Ça nous a beaucoup servi étant petit. Ah oui, les tout petits potagers sur la table. Et puis là, il y a presque plus de légumes là que derrière. Et des fils à linge. Partagés. Ça, c'est bien.
C'est vrai que les gens qui viennent nous disent on a beaucoup de chance. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir eu ce terrain-là. Tous les atouts de votre côté. On a eu de la chance d'avoir l'architecte avec qui ça a très bien fonctionné, qui a réalisé une architecture qui ne vieillit pas en plus et qui est chouette et sympa. Ici, on a construit... on avait donc un bailleur, le HEN, qui était un bailleur social, hein, donc ça a été construit. La prestation de base, c'était au prix de la construction HLM. Il y avait une prestation de base dans laquelle on avait mis un carrelage de base simple, une moquette extrêmement simple, simplement une couche de peinture d'après sur les murs. Et en fait, après, chacun, s'il a voulu une prestation un peu différente, l'a demandé et a payé le surcoût. Et puis après, au fil des années, c'est vrai que chacun a pu améliorer un petit peu son propre logement. Mais au départ, d'un point de vue financier, notamment, on avait des prêts PAP à l'époque. Actuellement, on appellerait ça des prêts PSLA, voilà les PSLA. Ça équivaut au PSLA. Voilà. C'est-à-dire que c'était des prêts qu'on pouvait obtenir. Pour y être éligible, il fallait être en dessous d'un certain plafond de revenus. Et on était plusieurs d'entre nous à l'époque à l'avoir eu. Donc je dirais que sur le plan financier, à l'époque, c'était pas du tout une réalisation qui était quelque chose d'onéreux. Je dirais c'était vraiment de la... Oui, j'avais veillé à ce que... Oui, rester le bailleur. Voilà, donc c'était vraiment une contrainte. Ah oui, bien sûr. De tenir dans un budget qui était évident. Et je pense que ce qu'on avait justement vu avec HLM et l'architecte, c'est que les choses, le gros œuvre, les huisseries, tout ça, soit de très bonne qualité. Et le reste, on a fait plutôt les économies sur la peinture, sur la plomberie, des trucs comme ça. On n'a pas mégoté sur le clos couvert. On n'a pas mégoté sur ce qui reste, quoi, qui ne peut pas bouger. C'est vrai que maintenant, là, les enfants sont partis, ça paraît un peu plus luxueux, on va dire, des grandes maisons pour peu de gens. Mais c'était pas le cas du tout à l'origine. Après, c'est l'histoire aussi de chaque vie, ça. Peut-être moins maintenant, mais enfin, nous, on a nos revenus augmentés avec le temps. Et justement, vous parlez des enfants qui ont grandi. Comment vous voyez l'avenir? On est arrivé ici avec 22 enfants. 22 enfants, donc ils sont tous partis. On va dire, sur les 22, il y en a quand même un qui vit ici régulièrement. Et par ailleurs, donc maintenant, on s'est donné comme règle qu'à chaque fois qu'il y a une revente, on veut une famille jeune avec des enfants jeunes. Ça, c'est une décision collective, donc c'est un critère pour les prochains qui arrivent ici. On ne veut plus de vieux, c'est nous les vieux. Donc, on ne veut plus que des familles avec des jeunes enfants. Voilà. Donc là, il y a une famille arrivée avec des jeunes enfants. On a le projet éventuellement, peut-être un jour, de pouvoir accueillir des familles supplémentaires avec des jeunes enfants. Soit quand les personnes ici vieilliront, de pouvoir bouger à l'intérieur même des logements entre nous, que des personnes qui habitent à l'étage viennent habiter en rez-de-chaussée, voire éventuellement peut-être un jour construire ici, un logement en plein pied, peut-être. C'est des projets pour pouvoir donc descendre les gens qui sont dans des maisons à étage et les remplacer à nouveau par des familles, uniquement des familles avec des jeunes enfants. Après ça, il y a les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, on en voit de plus en plus qui viennent en vacances. Ils viennent une semaine pendant les vacances, ils viennent le week-end, ils viennent des soirs en semaine. Donc, je dirais, on connaît bien une dizaine de petits-enfants qui viennent régulièrement ici. Chez Philippe et Dorothée, ils sont toujours là, ils sont à l'école juste à côté. Donc, chez Christelle, tous les mardis, elle a une petite fille. Les tiennes viennent souvent en congé scolaire. C'est au congé scolaire qu'elles viennent, elles viennent toujours une semaine au moins. Voilà. Ah oui, il y a de la vie, il y a de la vie. Lily, Juliette. Alors Christelle et Violette. Violette, Lily, Juliette. Ça fait 3 générations à Anagramme. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter là? Violette, peut-être d'abord, comment tu as grandi ici? Tu es arrivée à quel âge? Je suis arrivée à 7 ans. Et comment j'ai grandi ici? Alors pour moi ça a été comme de grandir ailleurs, mais avec une sécurité en plus, d'avoir un entourage, et en particulier pour maman qui nous élevait seule avec ma sœur, et d'être moins isolée que dans une maison normale, on va dire. Ça me permettait, c'est vrai, une chose que j'aurais certainement pas fait si j'habitais dans une maison normale, comme tu dis, c'est de sortir un peu, d'aller éventuellement au cinéma. Bon, j'ai attendu qu'elle soit un petit peu plus âgée, puisque Agathe, ma deuxième fille, avait 2 ans et demi, donc. Et
Bon, je sais pas quel âge tu avais, peut-être 9 ans, et je pouvais aller au cinéma, elles étaient rassurées, la grande gardait la petite. Et il y avait du monde autour au cas où. Qu'on pouvait appeler au cas où. Ça, c'est vrai que... Toi, tu t'es fait une bande de copines et de copains que tu as gardés ici Et non. Non. Et ben non, parce que moi, j'ai pas... alors, il y a des questions de tempérament et de vie différentes, mais moi, j'étais pas celle qui faisait partie de la bande, j'étais plutôt celle qui était extérieure à la bande et qui ne vivait pas toujours bien. Ce qu'on peut retenir aussi, parce que moi en tout cas j'en ai gardé comme aspect marquant, c'est le côté solidaire et de partage et de bienveillance qui règne, je trouve, dans Anagramme. Des adultes envers tout le monde, enfin des voisins envers les voisins et les enfants des voisins. On s'illusionne probablement quand on parle d'habitat participatif sur le fait que au niveau relationnel, ça va pouvoir être plus simple, plus amical. Je pense qu'on s'illusionne, chacun arrive avec ce qu'il est. On peut être parfaitement seul, se sentir très seul dans un habitat participatif. Ça n'est pas différent d'ailleurs. Ça nécessite une grande intelligence relationnelle de toutes parts. Oui. Parce qu'il faut être capable de d'admettre soi et les autres comme étant tous très différents et ne pas avoir les mêmes rythmes, ne pas avoir les mêmes besoins, ne pas avoir les mêmes émotions, ne pas avoir les mêmes facilités à parler, les mêmes facilités à se dire, à ne pas se dire. Et ça nécessite finalement quand même beaucoup de travail sur la relation. Ce qui reste de l'habitat partagé pour moi aujourd'hui, qui vit dans une copropriété classique en fait, d'un ensemble de maisons qui sont en lotissement et qui partagent des communs, c'est une envie de collectif, sauf que cette envie de collectif, elle ne fait pas partie du règlement intérieur, elle ne fait pas partie des habitudes, de la manière dont est pensée la résidence. Et donc moi je ressens un manque par rapport à ça, mais finalement c'est un manque qui est difficile à partager avec mes voisins, qui ne savent même pas ce qu'est l'habitat partagé. Et est-ce que c'est un manque moteur d'un engagement justement pour... Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que mon engagement il doit se faire ailleurs que dans la copropriété où les choses sont trop figées et que le besoin de vivre des choses collectivement peut se faire à l'école peut-être ou dans des associations de quartier, mais pas à l'endroit où j'ai décidé d'acheter avec ma famille une maison. Quand tu es arrivé ici, une première opération d'habitat participatif avait déjà été à 100 mètres réalisée à Brouby. Tu nous dis que tu n'y es encore jamais allé. Je n'y suis jamais allé. C'est une démarche volontaire, donc. Complètement. Je n'avais pas envie d'être influencé. J'avais envie de partir de zéro, vraiment d'un nouveau programme, sur un nouveau terrain. C'était pas les mêmes habitants. Donc maintenant, j'irai volontiers le visiter. Allons. Allez, on va y aller. Le moment historique où Bertrand Leclerc à découvrir. Je n'ai même pas à Grenoble. Ben non. C'est étonnant qu'Anagramme qui fasse là. Donc ici, c'est donc tout le terrain qui est commun. D'accord. Donc la règle de base ici, c'est qu'on a le droit d'avoir des séparations dans ce sens-ci, on voit ici Noé par exemple, qui délimitent, les maisons. Des espaces plus ou moins privatifs. Mais dans l'autre sens, il n'y en a pas.
D'accord. C'est-à-dire tous les espaces entre guillemets privatifs sont ouverts. Ça c'est très bien. Ça, au niveau des espaces verts, c'était la règle que l'on s'est donnée immédiatement. Pas de clôture. Alors, parce qu'il n'y a pas de clôture. Il est interdit de faire de clôture. Habitat groupé bioclimatique. En un tiers de siècle, il y a eu des évolutions importantes en termes d'éléments de langage. À cette époque-là, le terme bioclimatique était très lié au monde du bâtiment, qui commençait à concevoir et à réaliser des bâtiments de nature bioclimatique. Que voulait dire à l'époque le gros mot bioclimatique? 1. Économie d'énergie. 2. Récupérer des calories gratuites. On repère que chaque maison a sa couleur et l'on retrouve ces différentes couleurs sur la porte d'entrée de la maison commune. D'accord, vous paraît clair? Voilà, et puis donc, quand on tourne, on voit donc deux maisons qui sont là, et maintenant toutes les autres maisons, donc encore un ensemble de 2 maisons. Salut Pascal! Voilà, un habitant de la ville. D'origine. D'origine, ouais, voilà. Oui, moi je suis d'origine. J'ai fait une portée de 6 mètres. Ce 6 mètres, ça donne de la latitude au niveau de... On peut faire 2 pièces. C'est 7 mètres chez nous. C'est combien? 7 mètres. Ah oui, c'est bien. C'est 9 sur 7. Et Ah oui, les c'est 7 mètres, c'est la poutre et les 2 poteaux. Ah oui. Alors, il y a 2, il n'y en a pas dans toutes les maisons. Il y a des maisons où il n'y a qu'un poteau. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Oui. Ah bon? Chez moi, j'ai un seul poteau. Ah oui, donc les portées de plancher sont réduites par la poutre intermédiaire. Oui. D'accord, oui, parce que je vous disais, 7 mètres, c'est beaucoup. Ouais. Parce que moi, j'ai fait 6 mètres. On a beau mettre des planchers hauts, j'avais regardé le maximum pour rester dans des normes raisonnables. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dirait, Bertrand Leclerc, sur cette découverte dans la comparaison avec... Il n'y a pas de comparaison possible. Non. Puisque c'est deux programmes différents, c'est des terrains qui n'ont rien à voir, les contraintes ne sont pas les mêmes. Je pense que ça ne m'aurait rien apporté de plus au moment de la conception de visiter ici. Mais j'ai beaucoup de plaisir à voir un programme similaire traité d'une manière totalement différente. Et c'est intéressant. Hein. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres anagrammes dans la carrière de Bertrand Leclerc? Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'autres anagrammes? Eh ben, j'ai tenté. J'ai quand même tenté de monter moi-même en tant qu'architecte 2 fois des opérations de ce type-là. Mais un architecte tout seul, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait derrière des partenaires financiers ou des partenaires tout court et surtout au niveau des politiques, au niveau de la commune, qu'on soit aidé. Il y a une autre opération beaucoup plus récente à Saint-Gand-en-Mélantois. Alors là, il s'agissait d'une vieille ferme magnifique, hein, en plein centre-village aussi. Sur lequel j'ai travaillé. J'avais été sollicité par un des riverains d'ailleurs qui avait très peur qu'il se fasse n'importe quoi et qui m'avait mis sur le coup en me disant il y a quelque chose à faire. Et là aussi, nous avions réuni un certain nombre de personnes qui étaient partants pour faire ce projet. Et on a eu un blocage complet au niveau de la mairie, donc l'opération ne s'est pas faite. Du coup, on a des plots, c'est-à-dire qu'on a des appartements qui ne sont pas desservis par une coursive, donc oui. Ils sont un peu différents, sont un peu donc il y a une cage d'escalier intérieure. Ouais, voilà, avec un ascenseur. Ah, il y a un ascenseur. Oui, c'était la condition de départ, parce que nous on est parti quand même sur un projet senior et il fallait vraiment l'accessibilité. Il y a une multitude de gens d'âges différents, de familles différentes, et ça c'est un plus si tu veux, parce que quand tu vis seul, c'est ce que j'ai vécu pendant quelques années, tu as l'impression que ton monde se rétrécit un peu, hein,
Et aujourd'hui, dans l'habitat participatif, j'ai quand même beaucoup de contacts que je n'aurais peut-être pas eu avant. Tu vois? Bon, voilà. Donc ça, c'est très important. Ah oui, ça c'est intéressant. Intéressant, architectural. C'est bien, ça. C'est le coursif qui est dégagé par rapport à... Ça, c'est une belle idée architecturale. Et donc là on a la noue qui est... C'est une contrainte... C'est pas gênant, au contraire. Quoi? On aimerait qu'il y ait plus de... C'est quand même de l'espace un peu perdu quand même. On aurait bien fait un espace de jeu, quoi. Mais bon, comme on est en... Seulement en cas de grosse affaire. Je vais peut-être laisser Françoise en parler. Ça a été très difficile à trouver. Et puis pour finir, quand on l'a trouvé, tout le monde a été d'accord. Tout le monde était content et tout le monde l'aime bien. Voilà, donc c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Mais on ne sait plus trop pourquoi on l'a choisi. C'était, comme Michel disait bien, toi, pour moi, pour nous. Quoi. Donc voilà. C'est une réflexion sur le vieillissement de gens de notre génération qui n'ont pas envie de finir dans une maison trop grande avec un jardin et puis qui surtout n'ont pas envie de finir tout seul dans un logement anonyme où ils connaissent personne. J'ai vécu à Anagramme avant d'aller au Toit Moigny avec mon mari et les enfants, enfin c'était des bébés à l'époque. On y est allé, on a participé au projet d'élaboration de ce qui est devenu Anagramme. On y a vécu ensuite 5-6 ans, je ne sais plus. Bon, après les aléas de la vie ont fait que on s'est séparés, hein, tout bêtement, et puis du coup on a revécu dans un monde plus habituel. Et comme j'en gardais un souvenir, un très bon souvenir, j'avais apprécié cette séquence de ma vie-là, je cherchais à tout prix à rejoindre un projet d'habitat participatif. Après quelques recherches diverses et variées, j'ai enfin trouvé les Toits Moigny. Le fait d'être en habitat comme ça, groupé, en habitat participatif, ça réunit mieux les conditions pour réaliser quelque chose qu'on a envie de faire. Si j'étais restée en individuel, je ne me serais pas équipée d'une ruche. Là, je suis passée, après la théorie, à l'aspect pratique, avec d'autres personnes. Donc on est plusieurs élèves apiculteurs. On est tutorés par un apiculteur chevronné.
et qui partageons cet espace idéal pour les ruches, un rucher partagé. C'est un rucher partagé. Je suis là que provisoirement, je dois chercher un autre lieu. Je dois quand même beaucoup argumenter pour convaincre un habitat groupé d'accepter ma ruche. C'est pas... en théorie ça va, mais l'idée que des abeilles piquent et puis qu'il y a des petits-enfants, etc., et puis qu'il y a des gens allergiques, ça décourage un petit peu, ça rend les gens réticents. Bon, ceci dit, il y a du pour, il y a du contre. Anagramme ne souhaitait pas que j'y mette ma ruche, j'aurais aimé parce qu'ils ont un grand terrain. Je me rabats sur les Trois Moineaux, c'est en discussion. Il n'y a pas d'opposition ferme et définitive, il y a des réticences. J'ai des petits-enfants, je suis allergique. Donc à moi de... Il y a quand même une partie des gens qui me soutiennent parce que ça les intéresserait. À moi d'argumenter, d'être pédagogue en quelque sorte et expliquer en quoi on peut parer les dangers. Voilà, j'ai terminé. J'ai oublié de photographier quand j'ai ouvert la rue.